Vous écoutez Alençon FM, Web Radio. Web Radio. AFM. AFM. Écoutez AFM en direct de l'Hôtel du Département le dimanche 17 janvier de 18h à 19h pour une émission exceptionnelle. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne. Nathalie Goulet, sénatrice. Vincent Segouin, sénateur. Chantal Jourdan, Véronique Louvagie et Jérôme Nury, député, reviendront sur leur bilan 2020 et vous feront part de leurs projets pour la nouvelle année dans un grand direct spécial vœux 2021. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, et l'ensemble des parlementaires de l'Orne vous donnent rendez-vous le dimanche 17 janvier de 18h à 19h sur AFM. Vous écoutez Alençon FM. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir évidemment à cette heure-ci également sur AFM. Bienvenue dans ce grand direct exceptionnel après avoir vécu une année 2020 aussi inimaginable qu'inédite. Nous voici à l'aube de l'année 2021, en cette période traditionnelle de cérémonie des vœux, une période chaotique où il est très difficile de pouvoir échanger directement sur le terrain. C'est pourquoi votre radio AFM, en lien avec le Conseil départemental de l'Orne et l'ensemble des parlementaires du département, vous propose ce rendez-vous exceptionnel dans les locaux de l'hôtel du département. C'est une très belle idée, audacieuse, innovante et collective, et nous remercions Christophe de Balorre pour en avoir été en partie, mais aussi, je le pense, très largement à l'origine. Merci à l'ensemble des parlementaires d'avoir répondu à notre invitation. Pour reprendre cette expression et votre expression, monsieur de Balorre, c'est la mobilisation de l'ensemble de l'équipe de l'Orne au service de tous les Ornais. Bonsoir, monsieur de Balorre. Bonsoir, Christophe. Et puis nous allons vous laisser donc ce mot d'accueil aujourd'hui au sein de l'hôtel du département. Merci. Je voudrais commencer bien sûr par saluer l'ensemble des auditeurs d'AFM et profiter de l'occasion, bien entendu, pour leur souhaiter une belle année 2021. Je voudrais bien sûr remercier Christophe Bayard d'avoir accepté donc le principe de cette émission, parce que, vous le savez, il est de tradition que les élus dans le département de l'Orne adressent leurs vœux à la population lors de manifestations que nous connaissons tous. Malheureusement, cette année, les circonstances ont fait que nous ne pouvons pas tenir ces séances de vœux dans les communes, au département, à la préfecture. Voilà, c'est impossible compte tenu donc du Covid, et ça n'a pas été raisonnable, bien entendu, de le faire. Vous savez également, comme vous venez de dire, Christophe, que durant toute cette année 2020, nous avons travaillé en commun. Nous avons tous travaillé en commun, l'ensemble des parlementaires de ce département, avec le conseil départemental. Alors, bien sûr, les 3 députés, Chantal Jourdan, qui a succédé en cours d'année après l'élection de Joachim Pueyo à la mairie d'Alençon, donc au poste de député de la première circonscription. Véronique Louvagie, bien entendu, députée également, donc l'Aigle, Mortagne, Bellem, et puis Jérôme Nury pour toute la partie du bocage. Et puis les 2 sénateurs également, donc Nathalie Goulet et Vincent Segouin. Nous 6, nous avons travaillé sur l'ensemble des dossiers qui concernent les Ornaises et les Ornais avec beaucoup d'enthousiasme, en dépassant bien entendu nos propres clivages, avec comme seul objectif apporter quelque chose de plus à notre département de l'Orne et à ses habitants. Je crois que c'est un phénomène assez rare en France de pouvoir voir une équipe ornaise aussi soudée sur ses objectifs et aussi efficace dans son travail. Alors oui, le département de l'Orne est un petit département, comme se plaise à le rappeler tout à chacun, mais c'est un département qui a des atouts formidables qui nous réunissent. C'est la qualité de son patrimoine, c'est la qualité de l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est la vie associative de ce département qui est une véritable richesse, une économie
agricole, mais aussi une économie industrielle extrêmement forte. Et nous avons pu remarquer, pendant cette période dite de confinement, une augmentation de la population ornaise. Nous avons voulu accompagner ce phénomène pour permettre à notre département de grandir et puis peut-être également de vivre différemment et de s'installer dans l'avenir. Nous avons donc travaillé sur ces sujets d'importance avec l'ensemble des parlementaires et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Alors merci Monsieur de Valeur. On va revenir d'ailleurs sur ces différents thèmes. Vous parliez de la population à l'instant, et qui est un des thèmes forts également. Alors nous allons, pour commencer cette émission, donner à chacun et chacune, donc chaque parlementaire, l'occasion de s'exprimer rapidement, et puis ensuite nous allons revenir sur cette année 2020, sorte de bilan évidemment, et puis des perspectives bien sûr 2021. Alors dans l'ordre de la table, tout simplement, ici nous allons commencer par donner la parole à Chantal Jourdan. Chantal Jourdan, bonsoir. Chantal Jourdan. Voilà. Bienvenue évidemment ici dans cette émission, dans ce grand direct exceptionnel. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes psychologue clinicienne, membre du Parti socialiste. Vous avez été suppléante du député de la première circonscription de l'Orne déjà en 2007, donc Joachim Pueyo, et député depuis le 3 août 2020, donc c'est récent, suite à l'élection donc, de M. Joachim Pueyo comme maire d'Alençon. Vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Voilà pour vous présenter, mais déjà vous laissez la parole pour eh bien, saluer les auditeurs. Présentation. Voilà. Voilà, le micro n'était pas ouvert. C'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je renouvelle mes remerciements à Monsieur le Président du Conseil départemental qui m'offre la possibilité de m'exprimer avec mes collègues et vous-même. Voilà. Alors, en ce début d'année très particulier où on a plein de signes d'inquiétude, je souhaite quand même adresser des vœux d'espoir pour cette année 2021. Il y a quelques signes d'espoir et je tiens à les souligner. Tout d'abord, un vaccin qui arrive par rapport à cette épidémie qui nous fait beaucoup de mal. Et puis aussi, je pense, une forte mobilisation quand même pour penser autre chose avec cet avenir qui paraît incertain. Donc voilà, je souhaite à tous les auditeurs et à tous les Ornais de trouver de la sérénité et de trouver de l'énergie pour s'impliquer donc dans leur personnel et les projets qui vont nous permettre de réussir collectivement. Merci beaucoup Chantal Jourdan. Alors dans ce premier tour de table, nous allons continuer avec Jérôme Nury. Bonsoir Jérôme Nury. Bonsoir. Alors vous êtes membre du groupe Les Républicains, alors une présentation rapide, conseiller général de l'Orne depuis 2004, ici donc à l'hôtel du département, maire de Tingebray. Vous avez été maire de Tingebray de 2008 à 2014 et élu député de la 3e circonscription de l'Orne. Jusqu'en 2017. En 2017. Et donc, de Tingebray-Bocage après. Et député depuis 2017, donc dans cette 3e circonscription de l'Orne. Et vous êtes membre de la commission des affaires économiques. Voilà, alors évidemment, on vous souhaite la bienvenue également dans cette émission. Oui, mais merci pour votre accueil. Merci à Christophe de Balor pour cette excellente idée qui avait d'ailleurs été initiée par notre collègue Nathalie Goulet, de vous dire que c'est quand même pour nous un plaisir de se retrouver ensemble à cette occasion parce que à pareille époque, chaque année, nous courons les vœux ici ou là, on se croise et puis on délivre à chaque fois, et les uns les autres, des messages d'espoir pour l'année qui commence. Et cette année, on ne peut pas le faire avec ce satané Covid. Et donc, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir s'adresser aux Ornaises et aux Ornais, aux habitants, pour leur dire combien nous croyons en ce territoire, combien nous sommes mobilisés pour le faire avancer, pour faire en sorte que cette année, même si elle ne commence pas sous les meilleurs auspices, nous allons tout faire pour que nous puissions nous en sortir collectivement. Donc cette émission-là, elle est la bienvenue. Donc merci à tous et bonne année à tous les auditeurs et à toutes les Ornaises et les Ornais.
Merci beaucoup, Jérôme Dury. Donc, on reviendra avec vous dans quelques minutes sur ces grands points qui ont été ceux de votre année 2020 et qui seront ceux, selon vous, de l'année 2021. Nous accueillons également Véronique Louwagie. Bonsoir, Véronique Louwagie. Bonsoir. Alors, une présentation. Vous êtes expert comptable. Vous êtes membre du groupe Les Républicains. Vous avez été maire de l'Aigle. Alors, je ne vais pas dire les années, mais enfin... Jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014, voilà. Et vous avez été élu député de la 2e circonscription de l'Orne en 2012, puis réélu en 2017. Et vous êtes membre de la commission des finances. Alors, un mot, évidemment, vous souhaitant la bienvenue dans cette émission. Oui, alors, en premier lieu, vous saluer et m'associer au remerciement à l'intention de Christophe Bayard et Christophe de Balleur, qui sont deux Christophe finalement, pour cette émission qui nous rassemble ici tous. Et ça, je crois aussi que c'est très important. Alors, je voudrais corriger un de mes propos parce que je n'ai pas été maire jusqu'en 2014. J'ai été maire à partir de 2014 jusqu'en 2017. Donc, effectivement, député depuis 2012. Alors, c'est vrai que chaque année, à cette époque, j'ai l'occasion, je dirais, de participer à un certain nombre de cérémonies de vœux où j'ai grand plaisir à souhaiter mes vœux à l'ensemble des habitants, à la fois sur les territoires du Perche, du Pays d'Auge, du Pays d'Auge également, au-delà de Bélem, Mortagne et l'Aigle. Et cette année, c'est très important que nous puissions finalement, d'une autre manière, certes, formuler nos vœux aux habitants, aux Ornaises et aux Ornais. L'année 2020 a été particulière, inédite. Christophe Bayard l'indiquait, et je pense qu'il est très important que très vite nous puissions tourner la page de cette année 2020, écrire une nouvelle histoire. Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite aux habitants de l'Orne, de pouvoir écrire cette nouvelle histoire. Et je m'appuie sur une maxime de Saint-Exupéry qui nous dit que la fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle, et de tout cœur. Donc je souhaite que toutes les Ornaises et les Ornais puissent s'inscrire dans cette nouvelle histoire et tourner très vite la page 2020. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Donc Véronique, tourner écrire une nouvelle histoire. Alors nous allons continuer donc ce tour de table avec Nathalie Goulet. Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Alors, une présentation également rapide. Hein. Vous êtes avocate, vous appartenez au groupe politique de l'Union centriste. Alors, sénatrice de l'Orne, dès 2008, élue en 2011, en 2017, et vous appartenez à... En tout cas, vous êtes vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, suffrage universel, règlement et d'administration générale. Bienvenue dans cette émission, Nathalie Goulet. Oui, merci. À mon tour, je vais souhaiter évidemment une bonne année aux Ornais et aux Ornaises. 2 points. D'abord, vous nous voyez ici tous ensemble, et ça, c'est vraiment quelque part au Covid qu'on le doit, parce qu'on n'a jamais été aussi solidaires et entreprenants qu'avec la crise sanitaire qui nous a réunis pour mieux défendre le département. Et puis, comme Christophe de Balleur l'avait organisé pour le 8 mai ou le 18 juin, on a pensé que c'était une bonne idée aussi de venir vous présenter nos vœux, en évitant le 110 mètres haies des galettes et des chuquettes qui nous font toujours un peu prendre de poids pendant cette période. Voilà des vœux non caloriques, mais néanmoins très, très chaleureux. Et évidemment, je m'associe à ce qui a été dit par mes collègues, et puis on reviendra tout à l'heure sur cette année 2021. Un point... peut-être déjà d'espoir. Demain, l'inauguration de centres de vaccination partout dans le département. Et ça, c'est vraiment l'espoir que nous allons bientôt vaincre cette terrible épidémie. Merci beaucoup donc, à vous, Nathalie Goulet. Alors, pour terminer donc, ce premier tour de table, eh bien, Vincent Segouin qui est avec nous également. Bonsoir, Vincent Segouin. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, une présentation. Vous êtes agent général d'assurance. Vous avez été maire de Bélem en 2008, réélu en 2014, conseiller départemental du canton de Seton en 2015. Vous êtes membre du groupe Les Républicains et vous avez été élu sénateur de l'Orne en 2018. Et vous êtes d'ailleurs au Sénat membre de la commission des finances. Voilà, bienvenue dans cette émission. Un mot évidemment pour souhaiter aussi la bienvenue aux auditeurs.
Merci, merci de me recevoir, de nous recevoir. Je m'associe aux remerciements qui ont été faits. Bien sûr, comme tout le monde, alors c'est la particularité de passer après tout le monde, on se répète un peu, mais je souhaite une excellente année aux Ornais et aux Ornaises pour 2021. Année de rebond, année d'espoir, hein, bien sûr, parce que 2020 a été très compliqué, mais nous avons su faire face et puis nous saurons faire face pour l'avenir. Je n'en doute pas, l'Orne est un département dynamique et plein de ressorts. Voilà, nous saurons faire face pour l'avenir, mais justement, on va en parler dans un instant de l'avenir avec vous, puisqu'on va reprendre plus en détail maintenant vos perspectives, mais aussi ce bilan, évidemment, d'une année hors norme, hein, l'année 2020, juste après donc ce petit jingle. AFM. Émission spéciale sur AFM, les parlementaires et le président du conseil départemental de l'Orne formulent leurs vœux. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Voilà, je vais bien rester avec Vincent Seguin pendant ces quelques minutes pour revenir avec vous, Vincent Seguin, donc sénateur de l'Orne, sur pour vous ce qui a été finalement ce qu'ont été les temps forts de cette année 2020, évidemment une année compliquée. Très compliqué, une année de frustration, hein, il faut le dire, puisque on a vécu ce confinement où on ne voyait pas du tout à l'époque des annonces ce dont on allait vivre dans les mois qui allaient suivre, comment l'économie du pays allait se comporter. Hein, cet arrêt total de l'économie nous a fait froid dans le dos, et le fait d'en parler nous fait toujours froid dans le dos. Alors, je rejoins les propos de ma collègue Nathalie Goulet tout à l'heure, qui disait l'avantage, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, à se réunir et à œuvrer pour le bien de l'Orne et pour l'efficacité, et ça c'est vraiment un temps fort. Alors ce qui est très frustrant, hein, quand même, c'est nous sommes élus et nous avons besoin du contact, nous avons besoin de voir les territoires, nous avons besoin de voir l'ensemble des Ornais et des Ornais, et ça depuis maintenant le mois de mars, nous sommes frustrés sur ce plan-là, nous pouvons voir personne. Alors certes, on inaugure des visioconférences, on inaugure des vœux par le biais des radios. Alors tout ça c'est très bien, et puis ça fait place à la nouvelle technologie, mais je ne vous cache pas qu'on a hâte que les vaccins se mettent en place et qu'on retrouve une vie normale le plus vite possible. Alors, vous êtes au plus près des entreprises, hein, au sein notamment de cette commission des finances au Sénat. On parle de déficit, on parle évidemment de problèmes liés à ces finances. Combien de temps cet élastique financier, en quelque sorte, de l'État va-t-il tenir ? Alors ça, c'est une question très délicate. Hein. Oui. C'est une question très délicate dans le sens où on fait appel à la dette. Et donc on emprunte des sommes. Donc la particularité de l'État, c'est qu'on emprunte des sommes sans savoir comment on va rembourser. Donc c'est une force que l'État a, qu'une entreprise n'a pas, ou qu'un ménage n'a pas. Donc je rejoins, hein, les dispositions qui ont pu être mises en place, autant au niveau du chômage partiel, parce qu'il fallait quand même aider les entreprises. Aujourd'hui, on a un niveau de prélèvement qui est quand même relativement élevé dans les entreprises, et on n'a pas des réserves financières qui nous permettent de tenir 6 mois à 1 an sans activité, ou avec une activité réduite. Donc les mesures qui ont été mises en place sont sûrement très efficaces. Par contre, elles ne peuvent pas durer des mois et des mois encore. Il faut à tout prix que les indépendants, les entreprises, j'ai surtout de la peine aussi pour les bars, hôtels, restaurants, hein, qui sans cesse, d'annonce en annonce, ne voient pas de date d'ouverture prochaine, et qui doivent faire face et garder le moral pour rebondir. Donc on ne pourra pas tenir pendant des mois. Il faut à tout prix que ces vaccins... Je me répète, hein, mais c'est le seul espoir, c'est vraiment le vaccin, c'est comme ça qu'on fera face à la pandémie.
Et puis, demain, il faudra aussi beaucoup de rebonds, beaucoup d'énergie de la part de nos entrepreneurs et de nos indépendants pour qu'ils en fassent face et puis qu'on reparte dans notre économie comme on la connaissait avant cette période de Covid. Alors vous connaissez donc les amis du Perche en quelque sorte, puisque vous êtes avec eux. Alors cette situation en 2020 a été, j'imagine, difficile de ne pas avoir plus de contact autant que vous l'aimeriez avec le terrain, avec l'ensemble de ce territoire. Oui, c'est frustrant. Et puis on voit bien que notre civilisation est basée sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, mais aussi sur la vie associative, enfin sur la relation avec les autres. Et toute cette partie de vie associative a été mise au ralenti. Et demain, on s'interroge de savoir comment ces associations vont pouvoir reprendre. Est-ce qu'elles vont être soutenues par les collectivités? Enfin, il y a encore beaucoup de questions à résoudre pour les mois qui viennent. Mais il faut à tout prix que cette fraternité... alors c'est sûr qu'on va tirer des leçons. Je rejoins Véronique Lepagis qui vient de dire après une période de crise, il y a une période de rebond. C'est sûr, on va garder en mémoire ce que l'on a vécu, c'est certain. On va sûrement rebondir différemment et encore de façon plus forte. Ça, j'en suis convaincu, et puis j'ai un naturel optimiste pour ça. Mais voilà, il faut vraiment que nos associations tiennent, il faut que tout le monde tienne, il faut vraiment aider au maximum pour qu'on passe ces mois difficiles. Alors cette année 2021, vos perspectives, les grands chantiers sur l'année 2021, Vincent Segouin? Le chantier principal pour moi, c'est déjà la vaccination. Donc, encore une fois, l'Orne a fait preuve d'un dynamisme fort, puisque 7 centres vont être inaugurés demain. Maintenant, il faut juste que le nombre de vaccins soit suffisamment en nombre. Mais voilà, le jour où on sera tous vaccinés, au moins on sera débarrassé de cette pandémie. Et puis on parlera en même temps on va se séparer enfin de ce masque et puis on va retrouver des relations humaines plus confortables et puis on va s'attaquer en parallèle à l'économie pour sauter sur le rebond. Merci beaucoup Vincent Segouin. Alors vous pourrez intervenir évidemment quand vous le voulez dans cette émission, puisqu'il est évidemment souhaitable qu'elle soit la plus vivante possible avec des interactions et des interventions. Peut-être d'ailleurs Christophe de Balorre souhaite le faire maintenant. Oui, je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent Segouin. Et il a parlé des 7 centres de vaccination. Immédiatement après les annonces nationale concernant le lancement de la vaccination en France, le conseil départemental a fait une offre de service à la préfecture. Il m'a semblé que le moment était venu de relancer une collaboration avec les services de l'État qui, il faut bien reconnaître, patinait un petit peu dans la semoule au moment donc du lancement de ce vaccin. Et je remercie d'ailleurs Madame la préfète de l'Orne d'avoir saisi au bon notre proposition, parce que sur les 7 centres de vaccination du département de l'Orne, il y a les centres hospitaliers traditionnels, il y a le PSLA de l'Aigle, bien entendu, mais il y a aussi et surtout le centre départemental de santé, notamment cette initiative, vous savez, que nous avons pris de salarier des médecins et d'ouvrir des centres sur le territoire là où ils en manquaient. Et donc le centre départemental de santé de Bagnoles-de-l'Orne, dès lundi après-midi, vaccinera la population qui pourra s'y inscrire aux alentours de Bagnoles, La Ferté, bien entendu, et dans cette partie du département. Voilà, je crois que c'était important, effectivement, que le département soit acteur. Ainsi, nous mettons à disposition nos infirmières, nous mettons à disposition nos médecins salariés, nos bâtiments également, en quelque sorte notre ingénierie territoriale, pour faire en sorte que on puisse venir en aide pour une vaccination de masse réussie. Voilà, l'offre de service du conseil départemental pour ces centres de vaccination. Je sais que Jérôme Nury a souhaité également prendre la parole. Oui, Christophe, pour rebondir sur les propos de Christophe de Balorre, pour dire quand même que
cette crise sanitaire démontre une chose, c'est que l'État, une fois encore, gère de manière beaucoup trop jacobine. Et qu'une approche plus girondine, donc s'appuyant sur les territoires, sur les collectivités locales, serait, à mon avis, souhaitable. Quand je vois cette histoire de vaccination, le département fait un effort considérable en mettant à la disposition des services de l'État le centre de santé de Bagnoles-de-l'Orne. Mais quand on pense qu'on demande aux personnes de plus de 75 ans de se connecter sur Internet pour prendre un rendez-vous, je me dis d'abord qu'on se trompe un peu de la manière de le faire, parce que c'est quand même plutôt une population qui est un peu plus éloignée des nouvelles technologies que d'autres tranches de la population. Et puis pourquoi on ne s'appuie pas sur les maires et les mairies pour le faire? D'autant plus qu'avec seulement 700 de vaccination, ça veut dire qu'il y a une grande partie des Ornaises et des Ornais depuis 75 ans qui vont devoir se déplacer pour aller se faire vacciner. Or, pour le faire, il faut avoir un moyen de transport, de la mobilité. Et là, les maires ont un rôle à jouer, ils vont organiser ces transports-là. Et donc, pourquoi est-ce que finalement ces inscriptions ne se font pas dans les mairies, pour que les maires puissent ensuite organiser les transports, comme cela se fait par exemple à Tingeray-Bocage, comme cela se fait également chez Christophe de Ballor, qui va organiser un transport pour les personnes de plus de 75 ans, car on gagnerait finalement en efficacité. Donc moi je regrette qu'aujourd'hui l'État soit pas plus en partenariat, en demande de partenariat auprès des collectivités locales et des élus, parce qu'on serait plus efficace. Quand je vois aujourd'hui le nombre de personnes vaccinées dans ce pays par rapport à tous nos pays voisins, je me dis quand même qu'on est en train de louper quelque chose. Donc je pense qu'il faut faire mieux. Merci donc Jérôme Nury, le rôle des collectivités locales donc pour gagner en efficacité. Avant de repartir dans l'autre sens de la table avec Nathalie Goulet, un mot de Véronique Louwagie sur ces vaccinations. Je m'associe à tout ce qui a été dit et je crois qu'il nous faut véritablement avoir une réflexion sur l'organisation de l'offre de soins sur notre territoire. Nous avons connu des dysfonctionnements relativement importants. Nous avons une lourdeur administrative très forte en matière de santé. Et aujourd'hui, nous avons une vraie question, puisque nous venons d'avoir le Ségur de la santé, et la question est de savoir est-ce que le Ségur de la santé, finalement, va apporter une réponse. Moi, je n'en suis pas certaine, et je crois que c'est important de revoir le dispositif de l'offre de soins et de donner la parole aux territoires, aux élus, aux organisations le plus près des territoires. Moi, je souhaiterais qu'on puisse revoir, en tout cas, tout le fonctionnement des ARS, parce qu'aujourd'hui, les ARS n'ont été qu'un mécanisme qui a centralisé une nouvelle administration alors qu'on est en réduction d'effectifs pour, je dirais, diminuer le nombre de personnels soignants. Donc je crois qu'il faut que nous apportons une vraie réponse par rapport à ces dysfonctionnements. Donc le conseil départemental essaie, tous les élus locaux essaient de trouver des solutions, mais je crois que l'État doit avoir une réflexion. Il faut prendre en compte aussi la détresse du personnel soignant qui, depuis un grand nombre d'années, nous alerte sur le manque de moyens, à la fois humains et matériels. Et cette question de la santé est essentielle en matière de réduction des inégalités territoriales. Et c'est une action très forte en 2021 que nous devons défendre. Je sais pouvoir compter sur tous mes collègues ici pour que notre département aussi soit attractif, parce que c'est un élément que retiennent les habitants quand ils cherchent un endroit pour s'installer, la manière dont s'organise l'offre de soins. Alors revoir donc le dispositif, donner la parole au territoire, voilà ce que l'on entend avec vous, Véronique Louwagie, notamment avec Jérôme Nury. Alors cette détresse du personnel soignant, on y reviendra, ça nous paraît évidemment essentiel, hein, mais nous allons donner la parole dans un instant à notre autre invitée parlementaire, sénatrice de l'Orne, c'est Nathalie Goulet. AFM. Émission spéciale sur AFM en direct de l'hôtel du département avec le président du conseil départemental Christophe de Ballor et l'ensemble des parlementaires de l'Orne. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Bienvenue justement dans cette émission, le grand direct spécial depuis l'hôtel du département pour une émission des vœux qui est une émission d'expression des parlementaires aux côtés du président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Ballor. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous donc Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Alors évidemment, ce qui vient de se dire, on évoque 2020, cette année particulière, et puis les perspectives 2021. On a déjà parlé de la vaccination, c'est vrai que ce sera le grand chantier des mois à venir. Nathalie Goulet.
Goulet. Oui, alors, bon, d'abord, je remercie mes collègues qui ont anticipé ce que j'allais dire. Parce que, voyez-vous, ce qui s'est passé tout à l'heure, alors on parle de lourdeur administrative, de jacobinisme, tout ça. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas eu les départements et subsidiairement les régions. Vous savez, ici, moi, j'ai jamais vu un conseil départemental acheter du tissu et des élastiques et remettre tous les Ornais et les Ornaises à Papa Pic et Maman Cou et remettre tout le monde pour faire des masques. Ça a quand même été un moment absolument fou d'efficacité du territoire par rapport à l'État qui quand même était un foutu incapable d'avoir des masques, déjà pour les soignants, je ne parle même pas des blouses taillées dans des sacs de plastique, qui quand même été une honte pour la France, il faut le dire, il ne faut pas oublier ça, et ni oublier tous les conseils départementaux et tous les gens qui ont vraiment brillé par leur ingéniosité. Donc moi je voulais revenir là-dessus, et je suis très contente de ce qu'ont dit mes collègues, parce que voyez-vous, j'ai déposé en septembre une proposition de loi pour remettre les élus au cœur des ARS, parce que les ARS, moi j'ai voté le dispositif hôpital, patient, santé, territoire lorsque Roselyne Bachelot était ministre en 2008, parce que à l'époque, il faut se souvenir que l'organisation des territoires et l'organisation de la santé était quand même plutôt une désorganisation et que les ARS, dans un premier temps, ont rempli leurs fonctions. Il se trouve que, comme tout le monde, les ARS ont vieilli et elles ont plutôt mal vieilli. Elles ont vieilli en pesanteur, elles ont vieilli en complexité, elles ont vieilli sans écouter les élus. Et que la proposition que j'ai déposée constitue, à mon avis, un élément de débat qui est extrêmement intéressant, non pas parce que c'est moi qui l'ai déposé, mais parce que ça vient évidemment compléter ce qui a été dit, c'est-à-dire de remettre les élus, parce que lorsque vous avez un hôpital dans une commune, eh ben c'est le plus gros employeur, le maire est à la tête du conseil d'administration, et que donc la santé doit être prise en main par les élus, et les élus doivent être au cœur des dispositifs. Donc ça, c'est ce que je voulais commencer à vous dire, et ce que je vous aurais dit, et donc je complète ce qu'a dit évidemment Jérôme Duret. Et puis je voudrais revenir sur deux choses. Frustration du terrain, c'est sûr, mais frustration en tant qu'élu aussi, parce qu'on ne travaille pas du tout dans des conditions normales. Il faut quand même savoir que dans le cadre de l'urgence sanitaire, dont on va sûrement reparler, on a délégué, l'Assemblée et le Sénat, ont délégué au gouvernement tout un tas de compétences qui sont normalement du domaine de la loi. Et donc, on est dépossédé d'une partie, sans compter le fait qu'on ne puisse pas tous siéger au même moment, qu'on ne puisse pas tous siéger en commission, etc. Le travail du Sénat et de l'Assemblée a continué, mais dans des conditions tout à fait anormales. Et si vous ajoutez la période des Gilets jaunes, qui est quand même pas si loin, et qu'on attend la fin de la période d'urgence sanitaire, qui est normalement au 1er juin, voire au 31 décembre, on aura eu entre 18 mois et 2 ans de travail dans des conditions anormales. Et ces conditions anormales, Vincent en a parlé un peu. Moi, j'ai quitté malheureusement la commission des finances parce que, voyez-vous, on a essayé d'avoir un équilibre dans ce département. Et 3 parlementaires sur 5 à la commission des finances et personne aux lois, c'était quand même manquer finalement un dispositif qui est quand même important, notamment pour l'organisation des élections et d'autres sujets. Donc, moi, je suis passé aux lois puisque Vincent est arrivé en cours d'année aux finances. Mais enfin, j'étais rapporteur du budget de la dette. Vous savez que les intérêts de la dette, mon père disait, il vaut mieux devoir que pas pouvoir rendre. Mais le résultat, il est quand même le même, c'est qu'il va falloir rembourser. Et que tous les gens qui ont sifflé sur tous les tons de la gamme qu'on ne rembourserait pas pour telle et telle raison, vont quand même se retrouver gros gens comme devant, parce que tout le monde l'a dit, et la Cour des comptes aussi, il va falloir rembourser. Les intérêts de la dette aujourd'hui, c'est le montant du budget de la défense nationale. Non, mais juste pour que vous vous rendiez bien compte de quoi il s'agit. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que pour que toutes ces dépenses sociales, que toutes ces dépenses fiscales, que toutes ces dépenses d'investissement qui sont financées par la dette soient un petit peu raisonnablement équilibrées, il y a une chose qu'il faut chasser définitivement, c'est la fraude fiscale et la fraude sociale, sans lesquelles on aura beaucoup de difficultés, parce que vous voyez, le chômage partiel, et je prends une seconde là-dessus, le chômage partiel, dans les 3 premiers mois, il était donné quasiment automatiquement. Vous avez des réseaux entiers de fraude au chômage partiel. On a essayé de déposer des amendements pour faire ceci ou pour faire cela, ça n'a jamais fonctionné parce qu'il fallait une spontanéité. Les 3 premiers mois, on connaît, mais comme le dispositif se répète de mois en mois, vous avez aujourd'hui des milliers d'entreprises qui ont fraudé le chômage partiel. Et vous avez des exemples extraordinaires de gens qui se sont achetés des voitures, fait faire les seins, etc., déclaré 50 salariés alors qu'ils n'en avaient qu'un seul. Enfin, il y a un florilège de fraude de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui vont payer derrière. Donc,
la fraude fiscale est un scandale absolu en période normale. En période de crise, c'est encore pire. Et la fraude sociale de la même façon. Et donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est arc-bouté, sur lesquels moi je travaille beaucoup, même si j'ai quitté la commission des finances, parce que ce sera le moyen de garantir plus d'égalité entre les territoires et surtout entre les contribuables. Oui, Nathalie Goulet, donc cette question de la fraude fiscale et sociale qui est un de vos chevaux de bataille. On va revenir d'ailleurs avec vous dans quelques instants sur l'année 2021 parce qu'on vous a vu à Camembert il y a quelques jours, donc on voudra en parler évidemment. Mais Véronique Louwagie voulait également intervenir, je pense, concernant cette question peut-être de la dette ou de la fraude. Oui, juste pour ajouter aux propos de Vincent et de Nathalie, c'est vrai que cette question de la dette est préoccupante. Et je crois que ce qui est beaucoup plus préoccupant également, c'est que jusqu'à maintenant, la France, parce que cette année 2020 était exceptionnelle, s'il y a eu des emprunts pour financer des dépenses d'exploitation, cela peut être compris. Mais jusqu'à maintenant, la dette servait à financer des dépenses d'exploitation et non pas des dépenses d'investissement pour l'avenir. C'est comme si les Français empruntaient pour aller au restaurant. Voilà. Alors, quand nous empruntons pour acheter une voiture ou une maison, cela peut être compris. Mais voilà, est-ce qu'on admet aujourd'hui que l'État puisse emprunter pour aller au restaurant? Voilà, est-ce qu'on admettrait ça de la part des Français? Je crois que c'est ça notre vraie difficulté, en tout cas au niveau de la France. Alors, on va revenir vers Nathalie. Cette année 2021, on évoque évidemment notamment cette présence à Camembert, donc à la campagne. Vous l'avez un petit peu fait exprès d'aller à Camembert, c'est la semaine dernière. Écoutez, je fais la promotion du Camembert, donc je pense que, si vous voulez, et puis Camembert, ça ne crée pas de jalousie. Lorsque vous choisissez une commune parmi toutes les communes de l'Orne que nous aimons tous passionnément et de façon équivalente, vous pouvez créer des frustrations. On en a déjà suffisamment. Mais Camembert, c'est Camembert, voyez-vous. Donc oui, je suis allé à Camembert. Mais c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de ce soir. Oui, en tout cas, c'est parti pour cette année. Mais peut-être un mot quand même par rapport pour informer les auditeurs. Donc, c'est un petit peu le flou finalement sur cette campagne des régionales. Ah, c'est plus que ça. Normalement, quand il y a un flou, il y a un loup. J'ai vu qu'il y en avait de nouveaux dans Seine-Maritime. Mais alors, c'est extraordinaire parce que normalement, les élections devaient avoir lieu au mois de mars. Bon, évidemment, chacun a compris qu'elles étaient reportées. Donc, on va avoir un texte qui vient la semaine prochaine de report des élections. Normalement au mois de juin, avec une clause de revoyure en avril, c'est-à-dire que si les choses vont pas mieux, donc si vous ajoutez un peu de retard de vaccin, un peu de retard de vaccination, une nouvelle souche britannique, la perfide Albion continue et voir une souche d'Afrique du Sud, et un taux de vaccination assez faible, d'abord on ne peut pas faire campagne. Donc on est dans des conditions, que ce soit pour les départementales ou les régionales, où vous allez faire campagne pour une élection dont vous n'avez pas la date certaine, ce qui est quand même assez atypique. Et la deuxième chose, c'est que on ne peut pas faire une campagne sur le terrain. De la même façon qu'on ne peut pas faire les vœux, on ne peut pas faire une campagne sur le terrain. Et donc ça donne évidemment une prime exorbitante aux sortants. Mais c'est le jeu des institutions. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'on puisse avoir des élections au mois de juin, compte tenu des conditions sanitaires. D'abord, les élections n'intéressent pas beaucoup de monde, il faut le dire. Il va falloir renouveler les instances néanmoins, mais les gens ne sont pas préoccupés par ça. Ils sont préoccupés par la situation sociale, par la situation économique. Ils sont préoccupés par la crise sanitaire. Pour les amener aux urnes, ça va quand même être un sacré problème. Et moi, j'y crois pas beaucoup. Et je trouve que... Alors, on nous parle de... supprimer ou priver de démocratie, etc. Mais la démocratie, c'est déjà que tout le monde soit vacciné et que tout le monde soit en bonne santé, qu'on retrouve du travail et la pèse de l'économie. Et puis les élections, on les reportera s'il faut les reporter. Merci Nathalie Goulet. Avant de retrouver Christophe de Ballor, Vincent Segaud, concernant ce sujet, peut-être. Oui, moi je voulais juste rebondir par rapport aux propos de Nathalie Goulet, là, tout de suite. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'aux États-Unis viennent d'avoir lieu les élections présidentielles. Alors les États-Unis sont capables d'organiser des élections présidentielles, et nous, on devrait mettre en berne toutes nos institutions pendant la période, alors que on n'a jamais eu autant besoin de la démocratie pendant des périodes difficiles aussi. Hein. Donc je suis pas sûr. Alors, il y a deux courants sur le sujet, et ça fera l'objet de discussions au sein du Sénat, mais aussi de l'Assemblée. Moi, je trouve ça
relativement dommageable que tout s'arrête en termes d'organisation pendant cette période. Il faut aussi apprendre à vivre avec. Oui, la question des élections, donc Nathalie Goulet. Oui, alors pour connaître un peu le système des États-Unis, le vote électronique et le vote par anticipation, c'est quand même ce qui a fait gagner Biden. On n'est pas du tout prêt à ça. Vous savez que les Français ne veulent pas entendre parler de vote électronique, qui d'ailleurs n'est pas prêt. Donc on n'a pas du tout le même système. Il y a aussi beaucoup moins d'élections aux États-Unis, etc. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut. Je dis simplement que les conditions de la campagne ne sont pas des conditions qui sont pour l'instant sécurisées d'un point de vue sanitaire. Mais si on compare avec les États-Unis, il faut comparer ce qui est comparable, avec un nombre et un système qui est totalement différent, et puis le vote électronique, et puis le vote par anticipation. Si on pouvait voter par anticipation, et s'il y avait le vote électronique, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, dans le type de campagne qu'on a sur nos territoires, que ce soit pour les départementales, etc., donc je comprends qu'il ne faille pas confisquer la démocratie, puisque c'est le terme exact. Je n'y vois aucun inconvénient. Moi, les élections sont faites pour avoir des gagnants, pour avoir des battus, tout ça ne me dérange pas du tout, c'est pas un problème. Mais enfin, il faut quand même aller au contact des gens. Et Jérôme en a parlé tout à l'heure, sur le... Vous savez, on a quand même un ministre des hautes technologies, ou je ne sais même plus quel est son nom, l'excellent Cédric O, qui, pour répondre aux gens qui avaient des problèmes d'Internet et d'illettrisme numérique, a quand même créé une plateforme en ligne. Enfin, c'est quand même remarquable. Créer une plateforme en ligne pour répondre à des gens qui n'ont pas l'Internet, c'est quand même magnifique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas les outils pour suppléer une campagne physique. C'est mon avis. Maintenant, il se passera ce qui se passera. S'il faut voter, on votera. S'il ne faut pas voter, on ne votera pas. Moi, je prêche la prudence pour des questions sanitaires. Mais ceci étant, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. On verra le moment venu. Alors, on reparlera bien sûr tout au long de cette année, de ces élections. Ce sera un des grands sujets de 2021. On retrouve Christophe de Ballor dans un instant. AFM. Émission spéciale sur AFM, les parlementaires et le président du conseil départemental de l'Orne formulent leurs vœux. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Dans cette émission spéciale en direct de l'hôtel du département, on retrouve Christophe de Ballor, président du conseil départemental de l'Orne. Alors 2020, ça a été, Monsieur le Président, une année de résistance, voire de résilience. On ne sait pas lequel terme choisir, mais les deux vont bien. Et puis l'année 2021, ce sera encore à nouveau marqué, je pense, par l'audace et le dynamisme dans le département de l'Orne. Oui, merci Christophe. Si on parle de l'année 2020... on ne peut pas ne pas avoir tout d'abord une pensée pour les personnes qui ont été malades et une pensée également sur les séquelles de cette maladie, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales. En tout cas, c'est dans cette perspective, c'est dans ces conséquences que le département réfléchit. Et donc, en ayant une pensée pour les malades, on a forcément aussi une pensée affectueuse pour les soignants qui ont fait un travail extraordinaire, qui continuent à faire ce travail et que le conseil départemental a accompagné en mettant à disposition effectivement ses propres soignants et ses propres personnels. On a aussi, ça a été au cœur de nos préoccupations dans cette année 2020, une pensée pour les commerçants, pour les personnes du tissu économique, les artisans, les actifs, les indépendants, qui ont pris en pleine figure donc, ces périodes de confinement et cette crise complètement inédite. Alors, le département, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé d'accompagner et de pallier l'État dans la mise en place et en essayant de se rendre utile pour les Ornaises et les Ornais. Par exemple, le service des transports et le service des routes du département ont véhiculé, livré plus de 1 500 000 masques pour les soignants et ceux qui en avaient besoin. 1 500 000 masques ont été livrés sur le terrain par nos services des routes. Nous avons également livré les tests Covid. Nous avons également acheté et livré, mis à disposition des oxymètres, vous savez, ces petits appareils qui permettent de mesurer le taux d'oxygène dans le sang donc, des personnes malades ou non malades d'ailleurs. Voilà, nous avons mis notre centre départemental de santé à disposition.
Je crois que c'était le minimum que le département puisse faire. Nous l'avons fait spontanément et de façon extrêmement réactive. Ensuite, sur le plan plus budgétaire, nous avons augmenté de façon extrêmement significative nos crédits au RSA, parce que cette maladie, malheureusement, elle a laissé des personnes sur le chemin, et donc il a fallu les accompagner sur le plan du RSA. Je crois que c'est important. Ensuite, on a voulu venir en aide aux familles, notamment des familles qui ont des collégiens. Nous avons donc décidé, à l'unanimité d'ailleurs du vote des conseillers départementaux, de doubler les bourses scolaires. Ça ne s'était jamais fait. Nous avons décidé de doubler les bourses pour les collégiens. Voilà, c'est un effort important, je crois, mais on l'a fait dans un souci d'accompagner financièrement donc les familles. Et puis on a bien sûr versé des primes aux assistants familiaux. Et puis vous avez tous suivi l'épisode de Orne-Rebond. Le département, dans sa générosité et surtout dans ce miroir qu'il a du monde économique, a voulu l'accompagner. Donc en votant donc 500 € par mois de confinement donc aux entreprises, les très petites entreprises, celles qui avaient déjà pu bénéficier d'ailleurs de l'aide de l'État dite de solidarité. Voilà. On nous a mis des bâtons dans les roues, il faut dire les choses. Et il a fallu toute l'ingéniosité du département et de ses élus pour trouver le moyen d'accompagner et de répondre donc aux engagements que nous avions pris. Voilà. Et toutes les entreprises qui ont sollicité cette aide et qui avaient le droit ont pu bénéficier à la fin donc de l'aide du département, au moins sur 2 mois, et je m'en félicite parce que j'ai reçu des messages poignants des chefs d'entreprise pour nous dire combien cette aide avait été importante. Voilà. Heureusement que le département est de longue date. Ça, et je le dis d'autant plus facilement que j'inclus dans ce propos mes prédécesseurs, extrêmement bien géré. Voilà. Et donc, nous avons pu mobiliser environ 6 millions d'euros dans un premier temps sur tous ces dispositifs d'accompagnement. Et puis, voilà, nous avons essayé d'être actifs également pour que le département soit quelque part un puissant amortisseur et en même temps un formidable accélérateur. C'est comme ça que nous avons mis en place cette campagne de communication pour attirer les franciliens et tous ceux qui pensent qu'on peut vivre bien dans le département, pour changer de vie en quelque sorte. Nous sommes passés de 280 à 310 000 habitants en l'espace de quelques semaines. Il fallait capitaliser là-dessus. Donc voilà, on a été actifs là-dessus. Et derrière ça, on a essayé d'accélérer nos investissements pour anticiper la relance. Et anticiper les investissements, on l'a fait de façon extrêmement dynamique. Par exemple, on a lancé les travaux dans 3 collèges ornais que l'on aurait vraisemblablement dans un autre contexte, étalés sur plusieurs années. Voilà, là on a voulu mettre le paquet sur l'éducation parce que c'est important. Et donc voilà, il y a 3 collèges, Alençon, L'Aigle et Flers, qui vont bénéficier et qui bénéficient déjà donc de ces investissements accélérés. Nous avons développé notre centre territorial de santé à l'échelle du département. Nous avons accéléré notre politique de logement et surtout d'aménagement et de revitalisation du centre-bourg, où nous accompagnons les collectivités jusqu'à 250 000 €, voire 500 000 € dans certains cas, pour faire en sorte de créer du logement, de la dynamique économique en centre-bourg, redonner vie à ces centres-bourgs. Nous avons bien sûr accéléré le développement du haut débit Internet et de la fibre optique à l'habitant à l'échelle du département. Nous sommes actifs également sur le développement du réseau des voies vertes, avec l'inauguration d'un premier tronçon d'Alençon à Couterne et le lancement des travaux de Bagnoles de l'Orne à Briouze via la Ferté-Massé. Voilà, c'est quelque chose, je pense, d'important. Et puis, nous réfléchissons actuellement, avec mes collègues, à lancer une nouvelle politique sur la qualité de l'eau dans notre département. C'est un sujet majeur, parce que l'eau, ça coûte cher aux familles. Or, nous avons malheureusement des réseaux fuyards, mais comme il y en a partout, mais il y en a peut-être quelquefois sur certains syndicats d'eau, un peu plus qu'ailleurs.
Nous avons également des problèmes de CVM. Vous savez, c'est cette espèce de chimie qui se met dans l'eau lorsqu'il n'y a pas assez de débit et qui rend l'eau impropre. Il faut moderniser nos installations. Donc le département réfléchit à une nouvelle politique d'accompagnement des communes, des intercommunalités, des syndicats d'eau pour faire en sorte que ces travaux faits, le coût de l'eau n'augmente pas trop pour que les familles n'en soient pas pénalisées. Voilà un petit peu, j'allais dire de façon très transversale, les différents sujets sur lesquels on a été pendant cette année 2020. Merci Christophe de Ballard. Donc cette année 2020 et puis l'espoir et les nombreux projets, les nombreux investissements pour on va retrouver dans quelques instants Véronique Louwagie pour parler justement de cette année 2021. AFM. Émission spéciale sur AFM en direct de l'hôtel du département avec le président du conseil départemental Christophe de Ballard et l'ensemble des parlementaires de l'Orne. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Alors avec Véronique Louwagie, donc députée de l'Orne, pour évoquer cette année 2021. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette question donc de la lourdeur administrative, mais également des personnels soignants, de cet accès aux soins et notamment des ARS. On peut, avec vous, continuer évidemment à évoquer cette question de l'accès aux soins, mais il y a également l'emploi qui sont au cœur de vos préoccupations, l'attractivité des territoires et puis aussi d'autres sujets sur lesquels vous êtes engagés. Et vous le serez encore, j'imagine, cette année plus que jamais. Oui, effectivement, l'année 2021 doit être l'année de la relance. Et il faut, je dirais, donner aux acteurs au plus près des territoires cette possibilité. Et je veux ici saluer, dans l'année 2020 que nous avons vécu, l'engagement des élus locaux et du monde associatif pour intervenir durant cette crise. Cela a été évoqué à travers les masques, les élastiques. Je crois que c'est Nathalie Goulet qui en faisait état. Je crois que on a en tout cas vécu une solidarité, une synergie, enfin, voilà, on a vu des gens qui allaient chercher, je dirais, dans leur grenier des restes de tissu, des fonds d'élastique, enfin, voilà, tout ça a été très fort, mais maintenant, l'année 2021 doit être celle du rebond. Donc, je crois qu'effectivement, enfin, je souhaite, moi, que, je le disais, que l'État se préoccupe de notre organisation de soins et fasse état des dysfonctionnements, qu'il y ait des dysfonctionnements. Certes, on n'est pas là pour jeter la pierre, mais à un moment donné, il faut faire des projections et corriger ce qui ne va pas. Et nous sommes au fait de constater qu'un certain nombre de situations ne fonctionnent pas bien. La vaccination est un élément criant et tout ça a suivi, je dirais, tout ce qui a été l'époque des tests, des dépistages, enfin voilà. Donc je crois que ce sera un élément, en tout cas, en 2021, sur lequel j'interviendrai beaucoup. On a évidemment l'emploi. Parce que les entreprises sont en difficulté, nous voyons le taux de chômage qui augmente. Voilà, nous avons tout le secteur de la culture, de l'événementiel aujourd'hui qui n'a plus de travail, la restauration, les traiteurs qui sont en extrême difficulté, les discothèques. Donc tout ça est préoccupant. Alors certes, nous avons eu des éléments intéressants au regard de cette crise sanitaire. C'est effectivement l'augmentation du nombre d'habitants qu'évoquait Christophe de Ballard. Et c'est vrai que il nous faut continuer à travailler sur ces sujets pour répondre à deux questions. Comment garder nos jeunes sur les territoires et comment encore attirer des personnes. Et je crois que tout ce que peut faire le département, notamment je pense au numérique, mais il y a également d'autres sujets en partenariat évidemment avec la région, le ferroviaire, tout ce qui concerne la formation également. Je pense toujours à la Nationale 12 dont on parle depuis très longtemps. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous devons travailler. J'espère en tout cas que le plan de relance permettra à l'État de participer et de s'engager encore de manière plus importante sur ces sujets. Pour terminer, sur des points sur lesquels je suis engagée, que vous soulignez, je suis effectivement rapporteur spécial de la mission santé de la loi de finances. La mission santé, elle traite de plusieurs sujets, notamment tout ce qui est prévention, indemnisation et protection. Et dans ce cadre, je me suis engagée sur quelques sujets, notamment pour intervenir et faire en sorte que les victimes
de tout ce qui concerne la dépakine, des personnes qui ont pris ces médicaments à un moment donné, soient mieux indemnisées parce que nous avons aujourd'hui des dysfonctionnements forts. Et bon, j'ai pu être entendue en obtenant, notamment au niveau du gouvernement, une révision de l'organisme qui s'occupe de l'indemnisation. Et je salue également le soutien que j'avais eu il y a quelques années de Nathalie Goulet au Sénat pour, je dirais, soutenir des dispositions que j'avais réussi à faire passer à l'Assemblée. Voilà, donc ce sont des sujets qui me préoccupent parce que je suis assez sensible à ce sujet-là dans le même dans le même prisme. Je m'intéresse aussi à tout ce qui concerne la maladie de Lyme et au printemps, donc je rendrai un rapport d'information à la Commission des finances sur ce sujet qui est un sujet, je dirais, aujourd'hui, où cette maladie était considérée un petit peu comme une maladie imaginaire. Aujourd'hui, on évolue beaucoup. Et il y a un troisième sujet dans le cadre de la santé, qui est une de mes préoccupations aussi. Je voudrais, je sais que ça avance au niveau du ministère de la Santé, donc vous savez, mais pour faire bouger les lignes, c'est très difficile, mais c'est par la mobilisation, et j'essaie de mobiliser un grand nombre de députés avec moi sur la question de l'endométriose, et je souhaiterais obtenir que cette maladie puisse être inscrite parmi la liste des maladies à affectation longue durée, parce que cela donc serait une reconnaissance forte et cela permettrait d'améliorer la prise en charge de ces personnes. Voilà, donc ce sont des sujets que je suis régulièrement, sur lesquels j'interviens, qui ne concernent pas particulièrement l'Orne, mais quand on est député, on est certes député d'un département, mais également député de la nation, et nous avons évidemment des situations qui, sur les 3 points que j'ai évoqués, les victimes de la dépakine, la maladie de Lyme et l'endométriose, des personnes aussi du département. Et voilà, donc je continue mes combats. Voilà, j'avance à petits pas, mais j'ai obtenu, par exemple, en décembre dernier, que Sanofi puisse être condamné avec des pénalités plus importantes lorsque Sanofi refuse de se soumettre à l'indemnisation qui a été retenue par l'organisme qui est chargé de l'indemnisation. À ce moment-là, les juges pourront décider éventuellement d'aller vers des pénalités plus importantes. Donc voilà, ce sont des petites choses, mais qui participent à améliorer un dispositif au service des citoyens. Parce que finalement, quand on est député, on est au service des citoyens, on ne fait que représenter les habitants du territoire qui nous font part de leurs préoccupations, qui participent à nos combats et qui nous mobilisent. Et en tout cas, c'est le sens de mon action et je continuerai donc en 2021 dans ce sens. Alors nous savons également, Véronique Louwagie, que vous œuvrez également pour la reconnaissance de l'autisme, une cause qui est trop souvent encore oubliée, méconnue même. Oui, alors, je n'ai pas évoqué tous les sujets, effectivement, de la santé, mais en matière d'autisme, c'est vrai que nous avons une grosse difficulté où nous manquons de centres d'accueil de personnes qui sont atteintes de l'autisme, étant entendu que sont des situations très compliquées parce qu'il y a des variantes très importantes en matière d'autisme. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je regrette que nous n'avançons pas beaucoup au niveau national sur ce sujet. Et notamment, il y a eu, je dirais, l'intégration de tout ce qui concerne le handicap dans le milieu scolaire, qui peut être une bonne chose. Mais nous nous heurtons quand même à des difficultés dans ce cadre, parce qu'il n'est pas toujours possible d'accueillir dans le milieu scolaire un certain nombre des personnes qui sont en situation de handicap, qui dépassent ce qui peut être acceptable pour des enseignants en matière d'organisation de leur mission. Et je pense qu'il nous faut continuer à travailler sur ce sujet pour effectivement qu'il y ait plus de centres pour pouvoir accepter tous les enfants qui se trouvent, toutes les personnes qui se trouvent avec ces difficultés. Voilà, je crois que c'est un combat qu'il faut également continuer à mener. Et je fais partie du groupe d'études sur l'autisme à l'Assemblée nationale et nous travaillons bien entendu sur ce sujet. Alors, ce sont des sujets intéressants parce que ce sont des sujets qui ne sont pas du tout, je dirais, politique au sens des partis, des clivages, quoi, hein. Donc nous arrivons sur des sujets, moi j'arrive sur des sujets comme ça, à rassembler un certain nombre d'élus de tous bords. Et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Et là je pense que c'est l'unité, comme nous le faisons au niveau du département, comme nous le faisons ici au niveau des parlementaires, qui nous permet de faire gagner des combats.
Merci beaucoup Véronique Louvagie. Il est important de parler de l'autisme aussi, puisque c'est vrai que ça intéresse beaucoup d'auditeurs, j'en suis certain, et ça touche beaucoup de monde. Alors on va dans un instant continuer, cette émission va se poursuivre, elle va déborder le top horaire de 19h, mais ça n'est pas grave, nous sommes ici pour justement parler avec vous et puis pour donner la parole à nos parlementaires. AFM. Émission spéciale sur AFM, les parlementaires et le président du conseil départemental de l'Orne formulent leurs vœux. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Avec sur AFM donc cette émission spéciale des vœux en direct de l'hôtel du département et puis plus encore donc des perspectives 2021. Jérôme Nury donc qui va pouvoir également intervenir. Il y a plusieurs points importants, je sais Jérôme Nury qui vous sont chers. Il y a le renforcement donc du site de Caligny, ça on a vu il y a quelques jours. On a été avec un plaisir immense que l'industrie dans l'Orne se porte bien, vous allez pouvoir en parler. Il y a le plan numérique orné, puis il y a la loi des 4D. Je sais que tout ça, ce sont des chevaux de bataille pour 2021. Oui, c'est vrai que dans ce marasme que nous connaissons maintenant depuis plusieurs mois, il y a quand même aussi de bonnes nouvelles, des dossiers qui ont avancé, qui avancent encore. Et sur ce site de Caligny appelé Normandie Nov, où on retrouve le premier employeur privé de l'Orne, Forestia, nous avons d'abord cette société, Forestia, qui est en train d'évoluer dans son process pour mettre en place les technologies de demain qu'on appelle la mécatronique, que nous avons inaugurée avec Christophe de Ballor, Yves Goasdoué, Hervé Morin et le préfet de région. Mais il y a aussi ce projet tout à côté, sur cette grande zone d'activité, Thermocoax, qui rassemble ces sites flériens sur un seul site avec les 200 emplois qu'il y a aujourd'hui et peut-être des perspectives de création d'emplois demain. Et puis ce site sur lequel nous travaillons depuis maintenant plus de 10 ans, alors c'est un rassemblement des énergies entre le département de l'Orne, Flair Aglo et la région Normandie, où nous avons un projet d'extension de 40 hectares qui permettra d'avoir des parcelles pour l'industrie de demain, ce qui aujourd'hui est indispensable parce que nos zones d'activité sur le bocage sont quasi pleines. Et puis ça nous permettra également de relier beaucoup plus facilement la déviation de Flair et donc de pouvoir désenclaver ce grand site industriel qui est un des sites majeurs du département parce qu'on retrouve à la fois bien sûr des usines, de la recherche et développement, de la formation puisque nous avons également là-bas une école d'ingénieurs. Donc vous voyez, on est sur des éléments positifs qu'il faut connaître, sur lesquels il faut aujourd'hui capitaliser. Le deuxième point, c'est vrai que c'est la fibre optique. Christophe de Ballor en a parlé puisque nous menons ça ensemble au niveau du département de l'Orne. Nous terminons cette année les 2 plaques tests que nous avions de fibre directement donc, dans les maisons, ce qu'on appelle le FTTH, à la fois sur la plaque de l'Aigle et la plaque d'Argentan. Et nous allons, Madame Goulet confirme, puisque elle est abonnée à la fibre depuis quelques semaines et ça galope, m'a-t-elle dit. Ça change la vie, ouais, c'est vrai. Et on en a besoin dans un département comme le nôtre, bien sûr, parce que ça permet d'aller plus vite chercher des infos, de pouvoir se former, d'avoir un accès à la culture accélérée, de pouvoir travailler plus vite. Et donc là, on va lancer la fibre sur le reste du département, à la fois nous, département de l'Orne en propre, avec notre société qui a été montée avec notre partenaire qui s'appelle Orne Département Très Haut Débit, et puis Orange en propre, grâce au partenariat que l'on a, puisqu'on a signé une convention avec Christophe de Ballor et Stéphane Richard, président d'Orange, pour pouvoir fibrer l'ensemble du département. Donc nous attaquons cette année l'ensemble du territoire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire d'un seul coup, parce qu'on est sur un chantier considérable de plusieurs centaines de millions d'euros, d'abord qui crée de l'emploi ici, qui va apporter cette technologie, mais qui va durer en gros sur les 3 prochaines années, mais qui permettra surtout à notre département rural d'être très très en avance par rapport à beaucoup d'autres territoires. Et je crois que ça aussi, il faut le dire, parce que il faut que les Ornaises et les Ornais soient les premiers ambassadeurs de ce territoire. Et soient fiers de ce territoire, soient fiers justement de ce qui s'y fait, des technologies que l'on y développe. Donc vous voyez, je pense qu'on a quand même un certain nombre de sujets qui doivent nous permettre d'envisager cette année 2021, je l'espère, sous de bons auspices. On a également de nouveaux outils qui sont en train de se mettre en place au service des territoires, au service de l'Orne et des Ornais. Je pense à cet appel à projet qu'on a lancé avec le département Revitalisation des centres-bourgs,
qui vise à accompagner ces villes intermédiaires qui sont un maillage important dans le département parce qu'en fait, ils portent à la fois les services, une grande partie de la population, le développement économique, l'habitat. Et donc, cet appel à projet du département vient en complémentarité de ce qui a été fait par l'État au sein d'une agence à laquelle j'appartiens au titre du Parlement qui s'appelle l'Agence nationale de cohésion des territoires, où on a les petites villes de demain qui ont été choisies. Le département de l'Orne a la chance d'en avoir 20 qui ont été choisies et qui vont pouvoir disposer de cet outil, qui est un outil à la fois financier, mais aussi un outil d'ingénierie. Donc je crois qu'il faut rester positif, mobilisé, et on va y arriver tous ensemble, parce que c'est réuni où on est quand même, je pense, les meilleurs. Il y a aussi cette loi 4D, donc le transfert des compétences, où vous y êtes très attaché également. Oui, parce que je considère qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites au cours des dernières années, notamment cette ruralicide de loi NOTRe, qui a désorganisé les territoires, qui fait qu'on a totalement enserré d'abord les départements, mais également les communes dans des compétences propres dans lesquelles finalement on voit aujourd'hui combien c'est néfaste. Quand Christophe de Balorre nous parle de Orne-Rebond, si nous avons eu tous les ennuis que l'on a connus au printemps, c'est bien parce qu'il y a eu cette loi NOTRe qui dit que le département ne peut plus intervenir sur le domaine économique, alors qu'il est un acteur majeur de l'économie. Je l'ai dit tout à l'heure sur Caligny, mais quand on parle de Orne-Rebond, quand on parle des opérations collectives de modernisation du commerce et de l'artisanat, on voit bien que c'est le département qui a la pointe sur ces sujets-là. Et donc la loi 4D ou 5D, parce qu'on rajoute des D tous les jours quasiment, elle doit permettre de revenir sur ces erreurs de cette loi de 2015 et de dire oui, il faut faire confiance au territoire, ils sont capables de s'organiser sur les compétences, de ne pas être redondants, mais aussi d'être ensemble sur des sujets majeurs. Donc j'ai envie de dire, cette loi, il faut qu'on la travaille, les élus de ce territoire, pour qu'on puisse donner les moyens à nos élus locaux d'agir en responsabilité et d'agir ensemble sur certains sujets. Alors, il faut faire confiance au territoire, dit Jérôme Nury. Et bien Nathalie Goulet veut également préciser quelque chose. Oui, d'abord, été très nombreux à voter contre la loi NOTRe au moment où elle s'est présentée au Parlement. Il faut quand même le rappeler. Moi, j'ai voté contre, donc je suis tranquille. Oui, mais non, mais il faut aussi. Moi, j'étais pas élu. Voilà. Il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a des majorités qui se font. Et j'aurais voté contre. Ouais, moi, j'ai voté à 2 mains contre. Oui, moi aussi, et c'était une bonne chose. La deuxième chose sur la loi 4D, 5D, il faudra éviter le D de doublon, le D de déficit. Etc. Et c'est un texte qui va passer en priorité au Sénat puisqu'il correspond aux collectivités territoriales. C'était aussi une raison de ma mutation vers la commission des lois pour qu'on puisse être vraiment très très au point sur ce sujet-là, parce qu'on n'aura pas une autre opportunité de peigner à nouveau et d'améliorer les dispositifs, parce que chaque fois qu'on touche quelque chose, vous savez, les auditeurs doivent savoir que les textes sur les collectivités, c'est comme un Mikado, hein. Quand on touche un truc, tout s'écroule et tout est relié, c'est très compliqué et c'est de plus en plus compliqué. Donc entre les normes et le reste, on va devoir faire très attention. Et je ne suis pas du tout sûr que ce texte passe avant la fin de la législature, compte tenu de l'embouteillage qu'il y a. Et pourtant, il faudrait vraiment éclaircir les compétences et éclaircir un certain nombre de dispositifs. Donc il faudra le porter d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas du tout comment. Mais je ne suis pas du tout sûr qu'il trouve sa place aujourd'hui dans l'embouteillage parlementaire qu'on connaît. Mais c'est absolument nécessaire qu'on y arrive de cette façon ou d'une autre. En tous les cas, il va falloir améliorer les dispositifs et donner aux élus ce qu'ils attendent, en dehors de subventions, c'est de la lisibilité. C'est-à-dire qu'on arrête de leur dire l'année N+1, le contraire de ce qu'on leur a dit l'année N. Parce que grosso modo, je caricature à peine, c'est quand même ce qui se passe. Donc voyez que pour ça aussi, vos élus sont unis. Merci Nathalie Goulet. On va retrouver on va d'ailleurs la remercier de sa patience, parce qu'effectivement le tour de table fait que nous revenons vers elle dans un instant. Ce sera Chantal Jourdan. AFM. Émission spéciale sur AFM en direct de l'hôtel du département avec le président du conseil départemental Christophe de Balorre et l'ensemble des parlementaires de l'Orne. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Voilà, Chantal Jourdan qui est députée de la première circonscription de l'Orne. Alors c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de sujets, Chantal Jourdan, avec les différents parlementaires et le président Christophe de Balorre. Les temps forts, évidemment. Pour vous, ça a été d'abord une prise de fonction dans un contexte sanitaire, économique et social extrêmement difficile.
C'est vrai, on peut revenir un tout petit peu sur finalement ces 6 mois là pour vous de mandature déjà depuis le mois d'août. Oui, alors comme vous le précisez, effectivement, j'ai pris mes fonctions le 3 août dans un contexte très particulier, dans ce contexte de crise sanitaire. J'avais plusieurs choses à gérer. C'était la fin de mon activité professionnelle, la préparation donc de ma prise de fonction de député. Et je vais revenir sur la fin de mon activité professionnelle, même si ce n'est pas la question politique. Je travaillais dans un hôpital public. Et donc il fallait que, en tant que psychologue, je puisse bien finir ce travail. Et je peux dire que j'ai été aidée par la direction de mon hôpital qui m'a permis de pouvoir travailler avec mes successeurs. Voilà, pour pouvoir faire les passations de situations qui étaient donc difficiles, puisque pour les enfants et les familles que je suivais, le contexte évidemment devenait extrêmement compliqué. À cela s'ajoutait un changement de prise en charge puisque je partais. Et voilà, je souligne simplement que là, l'hôpital public peut faire de belles choses. Voilà, en permettant quand même cette continuité des soins. Il peut faire s'il a les moyens. Il n'a pas toujours les moyens. Je vais y revenir tout de suite. Voilà. Donc voilà ce contexte. Alors j'arrive dans un moment effectivement difficile, mais j'ai aussi quand même une autre grande chance, c'est d'avoir travaillé régulièrement avec Joachim Pueyo, qui m'avait associé donc à son travail et avec qui je continue évidemment de travailler. Donc voilà. Alors même si j'ai dû apprendre plein de nouveaux codes, plein de choses, voilà, cet appui-là évidemment a été fondamental et l'est toujours. Voilà. Alors ce qui m'a marqué donc par rapport au bilan de 2020, bon bien sûr on a parlé de la crise, je vais pas revenir donc là-dessus. Un autre événement quand même important, c'est les actes terroristes auxquels nous avons été à nouveau confrontés. Et l'acte terroriste qui a eu lieu envers Samuel Paty, qui était encore à un degré au-dessus de ce que nous avions connu. Et voilà, pour moi, je pense que c'est une situation qui nous a sidérés, parce que voilà, elle est le symptôme vraiment d'une société malade, et on doit absolument travailler ces aspects-là. Voilà. Donc maintenant je vais peut-être aborder l'année 2021, ce que je peux envisager donc au cours de cette année 2021 en fonction évidemment de ce que j'ai connu en 2020. Alors pour moi il y a des leçons importantes à retenir de ce qui se passe. Nous connaissons donc une crise inédite et une crise qui se prolonge. On a appris on apprend aujourd'hui que le virus qui mute risque de faire des dégâts en force au mois de mars. Donc voilà, on a des choses qui sont encore qui sont encore incertaines, qui vont certainement arriver. Beaucoup de scientifiques nous disent aussi qu'on peut avoir affaire à de nouvelles épidémies. Donc on a un monde qui est en train de changer et je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? La question, c'est qu'est-ce qui nous arrive et comment on va répondre donc à ces choses-là. La force de cette épidémie, il y a eu d'autres épidémies dans l'histoire, mais par contre, là, ce qui est particulier, c'est la vitesse avec laquelle les choses se passent. Et bon, bien entendu, on relie tout de suite ces choses-là à la question de notre environnement, qu'on a maltraité tout de même. Et puis ensuite à la question de la mondialisation, à la rapidité des échanges, à aussi des échanges qui sont faits d'un bout de la planète à l'autre bout de la planète, alors que peut-être il pourrait se faire autrement. Et donc voilà, je pense qu'on doit tirer les leçons de tout ça. Et pour moi, donc, il s'agit de travailler donc les thèmes qui préparent l'avenir au cours de cette année 2021. Première chose, on parlait tout de suite de l'État.
moi je pense que l'État peut avoir du bon. Et il a eu du bon pendant cette période de crise. On a vu son rôle social et protecteur, qui a permis quand même à de nombreux commerces, nombreux restaurants, nombreuses activités, tourisme, dans le tourisme, dans la culture, de pouvoir tenir en tout cas pendant une période de l'année 2020. Et je pense qu'il faut renforcer ce rôle de l'État. On a retrouvé cet aspect protecteur et moi je pense qu'il faut le renforcer, que c'est important. Voilà. Alors comment il peut être renforcé? Et je pense qu'effectivement il y a des choix à faire, il y a des priorités à établir. Et pour moi les priorités c'est intervenir auprès des personnes qui connaissent des coups durs. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 1 an et demi que certains restaurants soient dans de telles difficultés aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 1 an et demi que le monde de la culture connaisse de telles difficultés aujourd'hui? Voilà. Donc ce qui veut dire que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et je crois que c'est important que l'État joue ce rôle de solidarité et qu'on ait tous en tête de la perspective de coups durs qui puissent nous arriver et que, nous, citoyens, on accepte effectivement d'être solidaires par l'intervention de l'État, tout simplement dans nos par le fait de payer nos cotisations sociales, etc. Voilà, de mettre dans le pot commun. Et je crois que les Français nous ont démontré qu'ils étaient capables de grande solidarité. On a parlé effectivement de la mise en œuvre des masques, des collectivités, etc., qui sont intervenues vraiment, qui se sont proposées pour pouvoir répondre aux difficultés du moment. Et je pense que aussi les Français comprennent cela, qu'on a besoin d'un système de solidarité. Donc voilà, première chose par rapport à l'État. Bien entendu, l'État aussi, ce sont les services publics. Et je pense que c'est important aujourd'hui de mettre l'accent sur l'éducation, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment d'écoles, de collèges, de lycées, qu'on puisse fournir de bonnes conditions d'apprentissage, parce que ces jeunes qui auront eu de bonnes conditions d'apprentissage et d'éducation seront des jeunes qui pourront s'émanciper. Voilà. Alors, autre chose, dans les services publics, bien entendu, l'hôpital. Je pense que c'est important qu'on soutienne nos hôpitaux. Sur ma circonscription, je pense à l'hôpital de Flers, La Ferté-Macé-Donfront et Alençon. Mais bien entendu, il y a l'hôpital de l'Aigle, etc., l'hôpital de C, etc., qui sont des structures qui, me semble-t-il, qu'il faut absolument soutenir. On parle beaucoup, on a envisagé des suppressions de lits, etc. Je crois que là, aujourd'hui, il faut se dire qu'on a besoin de ces établissements-là pour répondre à l'ensemble des citoyens. Alors, autre chose dans mes projets, c'est aussi, je vais dire, d'accompagner les collectivités, de soutenir les collectivités, de dire effectivement le rôle important qu'elles jouent auprès des citoyens. Je rejoins les propos qui ont été tenus sur le rôle des collectivités, leurs réponses de proximité qui sont, me semble-t-il, essentielles. Et puis, que nous apprend d'autre cette épidémie qui doit transformer nos façons de penser? Je pense qu'il faut effectivement qu'on accélère la transition écologique. Je parlais de la destruction de l'environnement. Je crois qu'elle est en partie... elle a une part de responsabilité dans cette épidémie. Et je pense que on doit absolument accélérer cette transition écologique. Il en va vraiment de la survie, je pense, de notre planète. Et en même temps, accélérer ce facteur-là, c'est agir sur une économie relocalisée. Et je crois qu'on est tous d'accord pour cette idée-là. Et puis aborder les grands chantiers aussi qui concernent par exemple la mise en place d'une agriculture de proximité avec des circuits courts. Je sais que les collectivités aussi se sont engagées déjà dans des choses de cet ordre-là, et je pense qu'il faut qu'on accentue ces moments-là.
Merci Voilà. Chantal Jourdan. On aurait voulu également, et ça va être une question peut-être une des dernières qui sera posée à l'ensemble des parlementaires, on entend beaucoup les auditeurs et ils nous écoutent là, ils vont entendre évidemment cette détresse, cette angoisse qui parcourt le pays, mais qui parcourt pas seulement notre pays. On évoque aussi avec la direction de l'hôpital, avec les personnels soignants au micro d'Alençon FM régulièrement, cette santé morale, voire mentale des Français qui s'est beaucoup dégradée, qui est une préoccupation, je pense, et que vous en tant que parlementaire, vous pouvez bien vérifier, constater sur le terrain. C'est important ça, Chantal Jourdan. Oui, alors un fait très marquant, l'inactivité chez, par exemple, les restaurateurs, enfin, ou l'ensemble des gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, des gens de la culture, de l'événementiel, etc. L'inactivité est absolument terrible. Hein. Effectivement, on sent des mouvements de déprime très très forts, et le monde de la santé mentale dit aujourd'hui, voilà, on voit la révélation de ce que sont ces périodes de confinement. Alors j'en parle pour les personnes qui travaillent maintenant, sont privées de travail. Autre catégorie de personnes aussi qui subissent des moments difficiles, ce sont les personnes âgées, les personnes retraitées aussi, hein, qui ressentent beaucoup aussi la privation. Hein. Et effectivement, je crois que le gouvernement a été interpellé beaucoup sur ces aspects-là. Je pense qu'il commence à prendre la mesure, et en tout cas, nous, on sera là pour dire qu'effectivement, il faut intervenir sur ce domaine-là. Oui, c'est une question qui peut-être peut également permettre à d'autres parlementaires de rebondir, de dire un mot. Véronique Louwagie. L'isolement aujourd'hui dans lequel se trouve un certain nombre de personnes conduit effectivement à des situations délicates, des situations difficiles. Il y a les personnes qui sont seules, il y a les personnes qui sont les résidents d'EHPAD qui n'ont pas pu voir leur famille, voilà, qui sont privés aussi de contact tactile. Et je crois que pour quelquefois dans les familles, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc je crois que très vite, effectivement, il faut que nous puissions sortir de ces périodes de confinement, de couvre-feu et retrouver une activité normale. Et je crois que le vaccin est là. Il faut absolument que la France puisse se vacciner massivement et de manière très rapide et urgente, et partout sur les territoires. Je pense bien entendu au département de l'Orne, à nos territoires. Il se pose la question d'ailleurs, qui devrait, à mon sens, être discutée à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est la question du passeport vaccinal. Voilà. Moi, je serais plutôt favorable à cette question, puisque les personnes qui seraient vaccinées disposeraient d'un passeport, pourraient aller au restaurant, pourraient aller au théâtre, pourraient aller au cinéma, et finalement, peut-être que c'est une solution pour très vite redonner une activité économique. Je crois que la question mérite d'être posée, et je regrette que le gouvernement élude cette question, qui pour autant intéresse beaucoup les Français. Voilà, en tout cas, moi, je souhaite que la représentation nationale puisse se saisir de cette question. Et je crois qu'il faut effectivement avoir de l'espoir. Voilà, le vaccin est là, et donc faisons en sorte que très vite nous puissions vacciner massivement et de manière très rapide. Merci Véronique Louwagie. Donc avoir de l'espoir, et puis on l'a entendu aussi avec Jérôme Nury, être fier de notre département, être fier de nos territoires. Dans un instant, le mot de la fin, une conclusion avec le président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Ballor. AFM. Émission spéciale sur AFM, les parlementaires et le président du conseil départemental de l'Orne formulent leurs vœux. Vous écoutez Alençon FM. Alençon FM, Web Radio. AFM. Et toujours dans cette émission, effectivement, il y a eu beaucoup de choses de dites et c'était très bien. Mais sur AFM, eh bien, nous aimons justement que la parole soit donnée et que nous puissions avoir le temps de s'exprimer. C'était le cas ce soir. Alors Christophe de Ballor, c'est vrai, fier de ce territoire et avec cette équipe de l'Orne, comme vous aimez à la qualifier, donc les parlementaires et vous-même, donc auprès de ces parlementaires aujourd'hui, c'est aussi une belle année d'espérance malgré tout. Oui. Merci d'abord, Christophe, d'avoir organisé avec nous, bien sûr, ce moment. Je crois qu'on l'a tous apprécié. Et je pense qu'il y en a un qui aurait aimé également suivre cette soirée. Et je pense bien sûr à Jean-Luc Paroisse. Et il faut que sur cette chaîne de radio, on ait une petite pensée amicale et affectueuse pour Jean-Luc, qui est un de tes collègues, voilà, de la presse, journaliste, s'il en est,
complètement passionné par le territoire, qui s'identifiait complètement au département de l'Orne, voilà, extrêmement actif bien sûr dans le cadre de son métier, proche de la population, que ce soit dans les cafés, les salles de théâtre, les hippodromes, également voilà, dans le domaine de la culture, et également engagé au tribunal des prud'hommes, puisqu'il y a siégé pendant tant d'années, voilà, un homme de cœur, autrement dit, qui aurait aimé être là, je pense, ce soir. Et voilà, donc juste une pensée affectueuse pour lui, dans ce petit mot de conclusion, pour vous dire aussi que s'il faut formuler des vœux pour 2021 et pour les années qui suivront, en synthèse, et l'exercice n'est pas facile, peut-être formuler le vœu que l'État fasse enfin confiance au terrain, au local. Ça a été dit de façon différente par les uns et par les autres. Certains ont des espoirs dans la loi 3D, 4D ou 5D, d'autres dans des évolutions, mais effectivement, pas seulement quand les gilets jaunes sont partout en France et que l'État n'a plus de réponse. Pas seulement lorsque l'État n'arrive plus à distribuer ni à trouver des masques ou des vaccins pour la population, mais de façon, voilà, contractuelle, plus confiante, au quotidien, aux côtés des forces vives que sont les parlementaires, les conseillers départementaux et régionaux, les élus de terrain, les nouveaux élus dont on n'a pas parlé ce soir et qui sont nombreux dans le département de l'Orne et pour lesquels on entend également les demandes. Voilà, là, je crois qu'aujourd'hui, dans la situation que nous sommes, il faut engager voilà, une nouvelle relation avec l'État, dont on a besoin. Chantal a raison, mais il faut que l'État se réforme, voilà, et en tout cas réforme sa façon de voir ses interlocuteurs au quotidien. Ensuite, je crois que le vaccin est effectivement, en cette année 2021, le vœu, voilà, l'espoir, l'ambition la plus large que nous... Moi, je me ferai bien sûr vacciner. En mon temps, hein, lorsque mon tour viendra, je me ferai vacciner sans aucune arrière-pensée, parce qu'il le faudra, il faut montrer l'exemple, et donc, bien sûr que je le ferai. Et je crois que notre population attend cette vaccination. Certains en sont sceptiques, eh bien c'est leur liberté, mais il ne faut pas non plus que ceux qui souhaitent être vaccinés, eh bien, aient devant eux des difficultés à surmonter. Jérôme a parlé des transports. Voilà. Nous, les élus de terrain, nous devons essayer de trouver des solutions pour faciliter cette vaccination. Et puis, voilà, pour 2021, des beaux projets pour notre département de l'Orne. Des très très beaux projets, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais d'autres encore. Je pense en particulier au Haras du Pin, pour lequel nous avons, entre élus locaux, surmonté toutes les difficultés, et Dieu sait si elles étaient nombreuses. Nous les avons surmontées, nous avons créé, organisé, rédigé un magnifique projet qui soit un projet touristique et sportif au cœur du département de l'Orne. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le Haras du Pin. Là aussi, il faudra que l'État change. L'État ne peut pas indéfiniment dire tout et faire son contraire. Dire, voilà, je me sépare du Haras du Pin parce qu'il me coûte trop cher, et vouloir nous le vendre 15 millions d'euros. C'est pas possible. Voilà. Les collectivités sont d'accord pour y investir 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte, la chance inouïe pour le département de l'Orne. Un investissement colossal dans le sport, dans le tourisme, dans la culture, dans le développement économique au cœur du département de l'Orne. Voilà, ça c'est le projet du Haras du Pin. Oui, voilà. Il faut qu'on soit accompagné. Voilà, c'est la première année 2021 où le Haras du Pin aura un budget de 800 000 euros. 400 000 du département de l'Orne, 400 000 de la région. Ça montre notre volonté d'y aller. D'autres beaux projets, je pense au Géoparc. Maryse Oliveira, présidente du parc Normandie-Maine, et Laurent Marting, conseiller départemental également en charge de ce dossier Géoparc, portent à bout de bras avec une énergie extrêmement formidable le développement de ce géoparc, quelque chose
autour de la géologie, caractéristique du département de l'Orne, en particulier, grand bénéficiaire de ce projet de labellisation internationale, mondiale. Bon, voilà, là, on a un très très beau dossier pour le département de l'Orne, porteur de valeurs, porteur d'images et de développement. Je pense également à un sujet qui m'est cher, et également à mes collègues parlementaires, c'est la création d'une plateforme d'appel 116, 117 pardon, et 15-18. Une plateforme unique qui rassemble le SAMU, les urgences, les sapeurs-pompiers et la médecine de ville. Voilà, une plateforme unique qui va permettre une meilleure régulation et orientation donc du secours à la personne ou pas d'ailleurs, hospitalière dans notre département de l'Orne. Ce projet est sur des bons rails. Il doit voir le jour l'été prochain, vraisemblablement septembre 2021. On sera dans une préfiguration déjà intéressante et il y aura donc des développements. Je crois que c'est important pour le département de l'Orne, qui est un département qui se soucie de la santé de ses concitoyens. Voilà, puis d'autres dossiers porteurs également autour de la valorisation du bois énergie, par exemple, avec le développement des chaudières bois dans les collèges ornais. 5 collèges ornais seront équipés en 2021 de chaudières bois et un centre départemental de route également équipé. Bon, tout ça, c'est des beaux dossiers qui collent bien à l'image du département et qui sont porteurs d'espoir, me semble-t-il, pour les ornais. Et puis, encore un vœu, eh bien, que ce beau travail que nous faisons tous ensemble, ici, perdure. Voilà, qu'il perdure, qu'il s'enrichisse également. Je crois qu'avec les parlementaires et le département, le boulot est bien fait, ensemble. Et je crois que notre population apprécie ce travail voilà, de mutualisation que nous faisons. L'état d'esprit également qui règne au département, avec l'ensemble des conseillers départementaux, majorité comme minorité, 98% des délibérations du département sont votées à l'unanimité. Ça, c'est porteur d'espoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frein en interne pour le développement de notre département. Je pense que c'est des valeurs qui comptent, parce que unis, on est beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà, Christophe. Ce sera le mot de la fin, effectivement, et de beaux projets porteurs d'espoir avec eh bien, le département de l'Orne. Merci beaucoup, Christophe de Balleur. Merci de cette invitation aujourd'hui à venir eh bien, directement à l'hôtel du département pour eh bien, pouvoir proposer cette émission. Un très très grand merci aux parlementaires, députés, sénateurs de l'Orne. Je voudrais également remercier toutes nos équipes et toutes vos équipes qui ont permis la réalisation de cette émission, les équipes techniques, les équipes du Conseil départemental de l'Orne. Cette émission sera eh bien, réécoutée sur les différents sites alors, du département, notamment la chaîne YouTube, les sites, les pages Facebook et du département et la vôtre. Et bien sûr, sur alençonfm.fr en podcast, dès ce soir, vous pourrez réentendre cette émission exceptionnelle, donc des vœux et de l'année des projets 2021, ici au Conseil départemental de l'Orne, avec l'ensemble des parlementaires et le président du Conseil départemental de l'Orne. Merci d'avoir suivi cette émission qui a été une émission très riche, ça c'est certain. Et on vous dit donc à très bientôt. Belle soirée. Au revoir. Et encore une fois, bonne année. Merci beaucoup. Merci, au revoir. AFM. Vous écoutez Alençon FM.